Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La parole est au principal avocat des parties civiles. L'avocat ayant été autorisé à questionner le témoin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à tous mes confrères et bon après-midi au public dans la galerie. Monsieur le témoin, bon après-midi. Vous m'entendez, Monsieur le témoin? Merci. Je n'ai pas eu la traduction, mais bon, je suppose que vous avez dit, vous avez répondu. Monsieur le témoin, je vais concentrer la première partie de notre... Je suis déjà pour me présenter Barnabé Nécui, avocat international pour la partie civile. Et je voudrais concentrer la première partie de notre entretien sur la visite de la délégation japonaise que vous avez conduite à Siem Reap en 1978 et dont vous avez déjà évoqué quelques aspects ce matin avec Monsieur le procureur. Vous en souvenez-vous? Oui, je m'en souviens. Je me souviens en gros de la teneur de cela. Très bien, je vous remercie. Alors, si cela vous revient plus ou moins précisément, vous savez que cette visite a eu lieu au mois de septembre 1978. Est-ce exact? Je ne me souviens pas de la date précise. Très bien, Monsieur le témoin, je vous comprends, mais en se référant au document que vous a déjà présenté le procureur ce matin, c'est bien à cette période. Mais l'intérêt de cette question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez qu'à cette période-là, la guerre dont vous avez également parlé durant vos dépositions contre le Vietnam battait son plein? Est-ce que vous vous en souvenez? Durant cette guerre, les Vietnamiens nous ont attaqués. Je ne me souviens pas très bien de cette guerre, mais d'après ce que j'ai entendu dire par l'échelon supérieur, j'ai appris que les Vietnamiens étaient entrés dans le pays. C'est tout ce dont je me souviens. Très bien, Monsieur le témoin. Alors, dans le cadre de cette guerre, toujours en vous invitant à vous souvenir de tout ce qui se disait depuis l'échelon supérieur, vous étiez informé ou non du fait que, en même temps que le Vietnam vous attaquait, il menait une campagne de dénigrement, une campagne internationale de propagande contre le régime du Kampuchea qu'il qualifiait de génocidaire. Est-ce que cela vous est revenu à cette époque? J'étais chargé du protocole et donc je n'en savais rien.
les gens qui étaient responsables de la section de l'information et de la propagande au sein du ministère ont dû en être informés. Alors, très bien, pour vous rafraîchir justement la mémoire, monsieur le procureur, monsieur le témoin, je voudrais vous soumettre un extrait des documents que le procureur vous a déjà présentés ce matin. Il s'agit du document D108/28.318. Et les ERN de la page pertinente sont 00 en anglais, S000 13 189, en Khmer S00 87 01 27 et en français S00 79 35 02. Il s'agit en fait d'un extrait de l'article du journal de Phnom Penh, dans lequel est publiée une interview du chef de la délégation japonaise à la fin de sa visite. Et je voudrais vous donner lecture, monsieur le témoin, de l'extrait d'une question qui lui fut posée, afin que vous me disiez. Enfin, ensuite, je vous poserai la question qui en découle. Je ne sais pas si, Monsieur le Président, vous m'autorisez à la fois afficher ce document, du moins cet extrait, à l'écran, et communiquer la version khmer que nous détenons au témoin, afin de lui faciliter la lecture du document. Le Président, je vous en prie, allez-y, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Merci, Monsieur le Président. Alors, monsieur le témoin, si vous avez le document, je vais vous donner lecture de l'extrait d'une des questions posées à son Excellence Kozo Sasaki. Il est dit ceci, c'est le 3e paragraphe de la version française. Les agresseurs vietnamiens, l'expansionnisme international et l'impérialisme propagent une propagande calomnieuse. Ils disent que le gouvernement du Cambodge démocratique se retrouve aujourd'hui isolé, car le peuple y est opposé, qu'aucune région du Cambodge n'est épargnée par les troubles, que les droits humains ne sont pas respectés au Cambodge et que la population cambodgienne est massacrée. Maintenant que vous avez passé 2 semaines au Cambodge, que pensez-vous de cette propagande? Alors, c'est ça la question qui est posée au chef de délégation. Je ne voudrais pas tout de suite vous donner lecture de la réponse, mais je vous pose ma question suite à cette lecture. Est-ce que, d'après vos souvenirs, monsieur le témoin, ce sont là des informations qui étaient officiellement connues au sein du ministère des Affaires étrangères en 1978, quand vous y étiez, sur la propagande vietnamienne? Je ne me souviens pas. La personne qui est à la source de ces informations faisait peut-être partie de la section de la propagande.
Normalement, d'après mon expérience, en ce qui concerne la section chargée des journalistes, les gens de cette section n'étaient pas très précis dans leur rapport. Ils n'en savaient pas assez pour faire du journalisme de façon objective. Il y avait donc peut-être de l'exagération dans les termes employés. Et cela, en tout cas, ne relevait pas de ma propre section. D'accord. Alors, monsieur le témoin, puisque vous avez conduit cette délégation, je vais peut-être vous donner lecture aussi de la réponse du chef de délégation, qui dit ceci, juste après la question. Nous n'avons vu aucun massacre. La population a de quoi se nourrir dans les campagnes. Nous avons vu des milliers de troupeaux dans les coopératives. Si la population cambodgienne manquait de nourriture, elle pourrait abattre tous ces troupeaux pour manger la viande des animaux. Les informations selon lesquelles la population cambodgienne est victime de pénurie alimentaire je crois qu'ils ont voulu dire, ne sont dès lors qu'une supercherie des Vietnamiens. Nous devons écraser cette propagande trompeuse. Vous ne nous avez rien caché durant notre séjour. Nous avons pu constater la situation réelle au Cambodge démocratique. Ma question, monsieur le témoin, autant que vous vous en souveniez, ce rapport que fait le chef de la délégation correspond-il effectivement à ce que vous leur avez fait voir durant leur tournée au Cambodge? Les termes employés par le chef de la délégation japonaise tels qu'ils ont été cités, je ne m'en souviens pas bien. Durant notre visite, en voiture, nous avons eu une conversation. Aujourd'hui, on m'a présenté un document écrit. Cela me rafraîchit la mémoire. Ce type de mots était usuel de la part d'un chef de délégation. En effet, on était censé dire ce genre de choses. Lui a parlé des gens qu'il avait vus et des troupeaux qu'il avait vus dans les campagnes. Effectivement. Merci pour cette réponse, monsieur le témoin. Et en effet, ce matin, vous avez rappelé à la Chambre que ce que vous deviez faire, c'était parler des victoires que vous avez accomplies. Vous deviez dire que vous étiez fier de ces victoires. Est-ce que je résume bien ce que vous avez dit ce matin en réponse à une question du procureur? Lorsque quelqu'un participe à un mouvement,
il est normal de vouloir se féliciter des victoires obtenues. Et ceci correspond à la position qui était la mienne à l'époque. J'étais content, au même titre que les autres, y compris les membres des forces armées, qui ensemble se sont réjouis de la victoire. Oui, très bien, monsieur le témoin. Mais dans le même temps, toujours lors de vos dépositions depuis hier, vous avez reconnu, aussi bien ce matin d'ailleurs que cet après-midi, que vous-même aviez remarqué que les populations manquaient de nourriture. Vous avez bien relevé ça cet après-midi encore. Le confirmez-vous? Oui. J'ai déjà parlé de ce que j'avais vu. J'ai raconté ce que j'avais vu et ce que j'avais compris. J'ai déjà apporté des explications à ce sujet. Il ne pouvait y avoir assez à manger pour nourrir tout le monde, y compris ceux qui arrivaient d'ailleurs. Donc je confirme les impressions dont j'ai déjà parlé. Merci, monsieur le témoin. Alors, donc, est-il raisonnable monsieur le témoin, d'en déduire que les informations que le ministère des Affaires étrangères vous demandait de communiquer aux hôtes sur la situation des populations n'étaient pas conformes à la réalité et le ministère le savait? Est-il raisonnable d'en déduire cela à partir de ce que vous venez de dire? J'ai parlé de mes impressions personnelles. Pour ce qui est de la situation réelle, je n'en sais rien. J'ai simplement parlé de mes impressions personnelles. Oui, monsieur le témoin, peut-être devez-vous nous préciser ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous entendez par vos impressions personnelles? Telles étaient mes impressions. J'ai constaté que les gens n'avaient pas assez à manger. Oui, alors, monsieur le témoin, peut-être pour que les choses soient bien claires, sur ce point, devrais-je vous soumettre le procès-verbal de votre audition en date du 13 décembre 2007, effectué par les enquêteurs des co-juges d'instruction. Ce document porte la cote D91/22 en français. L'IRN, je crois, c'est le 0052 93 41. Et avec l'autorisation de la Chambre, je souhaiterais rafraîchir la mémoire du témoin en lui soumettant la première question qui lui est posée dans ce document.
sais pas si la version Khmer est disponible. Donc nous pouvons la remettre au témoin pour lui en faciliter la lecture. អ្នកណាផ្ដល់លោកអ្នកផ្ដល់ឬក៏ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ផ្ដល់បើលោក Le président. Qui doit présenter ce document au témoin? Est-ce que vous êtes prêt à le faire ou bien est-ce que vous voulez demander à quelqu'un d'autre de le faire? Monsieur le Président, j'ai bien dit que la version Khmer est disponible et que je souhaite la soumettre au témoin pour lui en faciliter la lecture. Et je l'ai sous la main. Le Président, je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Monsieur le témoin, je voudrais simplement vous rappeler les extraits de la première question et de la réponse que vous avez faite à cette question. La question c'est lancée comme suite. Quand vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous avez amené des délégations invitées à effectuer des visites dans la province de Siem Reap et dans les bases. Est-ce que vous avez pu remarquer les caractéristiques des conditions de vie des habitants? Et votre réponse? J'ai remarqué que les habitants ne mangeaient pas suffisamment, mais le régime était similaire partout. Quand il y avait peu à manger, on mangeait peu. Quand il y avait beaucoup à manger, on mangeait beaucoup. La cause de la pénurie alimentaire venait du fait qu'il fallait prendre en charge et nourrir les gens qui avaient été déportés des villes. Le travail des habitants, pour l'essentiel, consistait à lever des barrages et à creuser des canaux. En d'autres termes, il s'agissait de mettre en application la politique d'indépendance. Je n'ai jamais amené les délégations invitées à inspecter des chantiers. Alors, ma question, monsieur le témoin, après que je vous ai donné lecture de ceci, lorsque vous dites que c'était votre impression, est-ce que cela ne correspondait pas à la réalité que vous avez observée sur le terrain? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? J'ai personnellement constaté que c'était vrai. Merci pour ces précisions, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, je reviens sur ce document évoqué avec le procureur et voudrais vous donner lecture d'un extrait concernant M. Yensari. Alors, c'est bien le document D108/28.318 qui a déjà été présenté aux témoins. Et cette fois, je voudrais lui donner lecture d'un extrait qui se trouve à l'ERN en anglais S000-13-185, en Khmer S00-81-01-22 et en français S00-79-34-99.
Très bien. Monsieur le témoin, je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe de la version française où il est dit ceci. Les responsables du gouvernement et leurs jeunes lions affichaient cette assurance hardie et cette ouverture propre aux personnes qui triomphent. Yen Sari nous a conviés à un banquet arrosé d'un excellent vin de Bordeaux qu'il qualifiait de butin de guerre en rien. Les autres hauts fonctionnaires portaient tous des montres suisses onéreuses et plusieurs utilisaient des stylos à plumes venus d'Allemagne, de l'Ouest ou des États-Unis. Est-ce que vous avez vu ce passage, monsieur le témoin? Alors, je vais vous poser ma question en même temps que vous me répondrez. Est-ce que ce rapport correspond bien à un événement que vous avez vécu lors de cette visite de la délégation japonaise à Siem Reap en compagnie de M. Yen Sari? Est-ce qu'il a effectivement offert un banquet à la délégation japonaise à cette occasion? Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas que tout soit exactement exact. Tout le monde ne possédait pas ce genre d'objet que vous avez mentionné. Oui, monsieur le témoin, mis à part les objets, est-ce que vous vous souvenez quand même de ce qu'un banquet, puisque vous avez dit ce matin que c'est vous qui organisiez les banquets par ailleurs, vous vous souvenez de ce qu'un banquet a été offert ou non à la délégation japonaise à Siem Reap, qui est restée 2 semaines durant cette période en visite au Cambodge? Non, je ne m'en souviens pas. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je sais qu'il y a bien longtemps de cela, mais je voudrais vous prier de faire l'effort quand même de mémoire. Est-ce que vous vous souvenez du lieu où a séjourné cette délégation japonaise à Siem Reap, lorsque vous les avez conduits là-bas? Juste après la fin de la guerre, il n'y avait pas d'hôtel. Je me souviens qu'il y avait un hôtel qui s'appelait Bungalow. Je ne sais pas ce que cet endroit est devenu par la suite. Cet endroit était à côté d'un pont en béton, et ça, c'était le plus grand hôtel. Et c'est là que les invités résidaient. Très bien. À propos du séjour du chef de délégation en particulier, je vais peut-être essayer de vous rafraîchir la mémoire en vous donnant lecture d'un extrait du même document qui est déjà sous vos yeux. Cette fois-ci à la page portant les ERN en anglais S00 13 184, en Khmer S00 81 012,
et en français S00 79 34 98. Je ne sais pas si M. l'huissier, avec la permission de la Chambre, peut aider le témoin à se retrouver sur le document en support papier. C'est juste la page précédente. Le président. Maître, pourriez-vous répéter la cote ERN en Khmer? Apparemment, vous avez cité deux références différentes. Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, la cote Khmer, c'est S00 81 012. S00 81 012. Ah, c'est bien ça. C'est le même document. Hein. J'ai donné les références d'un document tout à l'heure et c'était la page suivante. Alors ici, dans la version française, la page précédente porte la cote S00 79 34 98 et ensuite c'est la cote S00 79 34 99. J'ai donc exploité avec le témoin d'abord la cote S00 79 34 99 et maintenant je voudrais exploiter la page précédente, à savoir S00 79 34 98 en français. En Khmer, c'est S00, je le répète, 10 12, pardon. Je crois que c'est 10 12. Hein? Non, 81 012, c'est bien ça. Je ne me trompe pas, Monsieur le Président, c'est bien S00 81 012. Je me demande pourquoi ça ne se retrouve pas. Le président, l'assistant du co-avocat est prié de projeter le document à l'écran pour que nous puissions voir les cotes. Président, je pense que n'ayant pas beaucoup de temps, je pourrais peut-être évoquer autre chose avec le témoin et reviendrai sur ce point après, parce que je vois filer les minutes et j'ai encore quelques sujets à évoquer avec le témoin. À moins que ce soit déjà... Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes sur le document, sur la référence que j'ai indiquée? Monsieur le témoin, est-ce que vous avez le document sous les yeux avec la référence précise? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Le président,
Maître, votre document n'a pas été retrouvé et la page n'est pas projetée à l'écran. Vous avez peut-être confondu les références. La page à l'écran porte un numéro IRN différent. Peut-être avez-vous raison, Monsieur le Président, parce que je vois bien que la référence que je donnais n'était pas exacte. Maintenant, j'ai la bonne référence qui est S0081 01 21. Mais j'avais une mention qui ne correspondait pas effectivement à la page pertinente. Alors, Monsieur le témoin, sans perdre de temps, je voudrais juste vous donner une petite lecture du premier paragraphe de ce document qui s'intitule « Les impressions des visiteurs japonais à propos du jeune régime cambodgien ». Et dans ce paragraphe, il est dit ceci. Kozo Sasaki, le chef de délégation de l'Association pour l'amitié entre le Japon et le Cambodge, était quelque peu confus lorsque, lors de notre visite à Angkor Wat, il a découvert qu'il serait logé dans la chambre principale, magnifiquement décorée, du palais du prince Norodom Sihanouk à Siem Reap. Je m'arrête là et je vous pose la question, Monsieur le témoin, est-ce que cet extrait vous rafraîchit la mémoire sur le lieu où avait séjourné précisément Monsieur Kozo Sasaki lors de cette visite à Siem Reap? Réponse. J'ai dit tout à l'heure me souvenir qu'il a séjourné à l'hôtel Bungalow, qui à l'époque était le plus bel hôtel de Siem Reap. En ce qui concerne le palais de l'ancien roi, je n'en ai pas entendu parler. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Très bien, Monsieur le témoin. Je vais peut-être passer à autre chose, mais toujours en relation avec cette visite. Je voudrais évoquer avec vous, Monsieur le témoin, les explications que M. Yensari a eu à donner à cette délégation sur l'évacuation de Phnom Penh. Ensuite, je vous poserai la question. Alors, c'est toujours le même document, D108, barre 28, point 318. Cette fois, les ERN sont les suivants. S00 en anglais, S00 01 31 90. En khmer, S00 81 01 29 à 01 30. En français, S00 79 35 03. Et c'est le dernier paragraphe de ce
ce document de la version française que je vais lire en partie pour vous, Monsieur le témoin. Il y est dit ceci. Les dirigeants cambodgiens, sensibles aux critiques étrangères à propos du démantèlement forcé des centres urbains, se sont employés à nous expliquer la nécessité de déplacer la population dans les zones rurales pour atteindre leurs objectifs révolutionnaires. Le vice-premier ministre Ieng Sary nous a dit qu'au moment de la libération, 3 des 8 millions d'habitants que compte le pays vivaient dans les villes. La plupart, a-t-il indiqué, étaient d'anciens agriculteurs qui avaient échappé au bombardement des zones de libération par les forces américaines et l'armée de l'ancien régime cambodgien. Il a expliqué que la production limitée d'aliments avait entraîné des pénuries alimentaires et que, compte tenu de la volonté de parvenir à l'autosuffisance, ces anciens agriculteurs avaient dû se réinstaller dans les zones rurales. Ma question, Monsieur le témoin, ces propos attribués à M. Ieng Sary correspondent-ils, d'après vos souvenirs, à la version officielle des informations que vous aviez la charge de communiquer aux délégations étrangères lors de leur visite au Cambodge sur la question de l'évacuation de Phnom Penh et des autres villes? Le président, le témoin, veuillez attendre la défense de Ieng Sary. Mes excuses pour cette interruption, je sais qu'il se fait tard, mais si nous regardons le document, il s'agit des écrits d'un journaliste qui prétend que Ieng Sary aurait tenu ces propos. Il faudrait donc formuler la question en ce sens. Il s'agit d'informations par lui dire. Il s'agit d'abord de savoir si le témoin était présent et s'il a entendu les propos de M. Ieng Sary avant de lui demander si ce texte reflète ce qu'il a été dit. On peut poser la question suivante. Si effectivement vous avez entendu M. Ieng Sary parler, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je pense que la manière dont la question est formulée pose problème et demande aux témoins de spéculer. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder sur cette objection. Je vais reformuler la question parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Monsieur le témoin, est-ce que lors de la visite de cette délégation japonaise, vous avez entendu M. Ieng Sary donner des explications à ses invités sur l'évacuation des villes et en particulier l'évacuation de Phnom Penh, puisque vous étiez le guide de la délégation? Réponse. C'était il y a trop longtemps. Il s'agissait d'une conversation entre Ieng Sary et la délégation japonaise. Je ne me souviens pas des détails de leurs échanges. Si vous me demandez si le
document reflète leur véritable conversation, je ne peux pas le confirmer. Oui, monsieur le témoin, je voudrais vous rappeler quand même la suite de ce paragraphe qui vous a été lu ce matin par le procureur et dans laquelle il était dit que vous-même, Nikan, le représentant du ministère des Affaires étrangères qui nous accompagnait dans notre tournée, nous a expliqué que la plupart des gens étaient partis sans résistance et avaient pu entrer dans leur village d'origine. Cet extrait vous a été lu ce matin. Et ma question donc est de savoir, est-ce que vous avez évoqué avec la délégation japonaise la question de l'évacuation des villes pendant leur séjour au Cambodge? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas clairement. On a peut-être effectivement donné quelques explications aux invités, mais ce dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure. L'une des raisons pour l'évacuation des villes était la crainte de bombardements aériens. Je n'ai pas constaté d'évacuation de force. On a demandé au public dans la ville de retourner dans leur ville ou village d'origine. Bien, monsieur le témoin, toujours à ce propos. Alors, vous avez expliqué lors de vos dépositions que le 17 avril, au soir, vous êtes rentré dans votre secteur en moto. Vous en souvenez-vous? Réponse, oui, en effet. Est-ce que vous avez pris quelqu'un à bord de votre moto ou non durant le trajet entre Phnom Penh et votre base? Est-ce que vous êtes rentré seul ou bien vous étiez avec quelqu'un d'autre sur la moto? Réponse. Généralement, pendant la guerre, nous ne nous déplacions pas seuls. Il y avait normalement un jeune qui m'accompagnait en moto. Autrement dit, nous étions à deux. C'était un jeune Khmer rouge, c'est bien ça? Réponse. C'était un jeune membre de l'armée qui faisait partie des combats. Alors, ce qui veut dire, monsieur le témoin, que la foule également que vous avez vue, la foule immense que vous avez vue sur le chemin, et qui, comme vous l'avez décrit lors de vos dépositions, longeait les routes, vous n'étiez pas en position de savoir où cette foule se rendait. Il n'était pas possible pour vous de savoir que ces personnes allaient dans leur village d'origine. Est-ce exact? Réponse.
gens ont quitté Phnom Penh suite à la demande qui a été émise, demandant au public de rentrer chez eux. Ceux qui venaient d'une région donnée partaient par la route 4, d'autres partaient par la route numéro 5 pour retourner à Kampong Chang. Il y avait beaucoup de monde. Donc, dans de telles circonstances, ils ne pouvaient pas se déplacer très vite. Il leur a fallu plusieurs jours pour arriver à destination. Vous avez également plusieurs fois affirmé lors de vos dépositions ici, monsieur le témoin, que finalement, vous aviez constaté qu'à cause des évacuations, des pénuries alimentaires se sont produites dans l'ensemble du pays. Et à cela également s'ajoutait le fait que les cultures étaient mauvaises. Est-ce que je résume très bien ce que vous avez dit à propos des pénuries alimentaires, du constat que vous avez fait vous-même? Oui, c'est exact. Donc, il est raisonnable, monsieur le témoin, d'en conclure que il est inexact de considérer que le fait pour les habitants de Phnom Penh de rejoindre leur village, ou en tout cas les zones rurales, était un moyen pour le régime du Kampuchea de résoudre le problème de pénurie alimentaire qui sévissait à Phnom Penh. Est-ce qu'il serait raisonnable de faire une telle déduction? Réponse. Je ne comprends pas la question. Pourriez-vous la préciser? Oui, monsieur le témoin, je vais d'ailleurs la simplifier. Bien que l'extrait attribué à M. Yensari soit contesté, il ressort quand même de ce rapport que une des raisons pour lesquelles les habitants de Phnom Penh étaient évacués, c'était premièrement le fait que la plupart soient originaires des zones rurales, deuxièmement le fait qu'il y ait des pénuries alimentaires à Phnom Penh et qu'en conséquence, il fallait les renvoyer dans les zones rurales pour qu'elles puissent se réalimenter. Est-ce que, d'après ce que vous avez vous-même dit au sujet des pénuries alimentaires, une telle raison serait à prendre en considération en ce qui concerne les évacuations? Le président, la défense de Yensari, vous avez la parole. La défense de Yensari. Je ne comprends pas très bien si le co-avocat principal essaie de dire que c'est ce qui a été dit ou s'il demande aux témoins si les raisons évoquées étaient les raisons de l'évacuation. Je ne comprends pas très bien de quoi il parle. Il vaudrait mieux procéder étape par étape, savoir d'abord si le témoin en connaît les raisons. D'abord, personnellement, je n'ai pas d'objection, mais on ne sait pas s'il est au courant ou pas. Prendre une déclaration d'une autre personne prétendant que M. Yensari aurait dit cela et essayer d'en extraire quelque chose pour le soumettre aux témoins n'est pas acceptable. Donc je demande à ce qu'il reformule la question ou passe à la question suivante. Oui, monsieur le témoin, monsieur le président, je vais éviter à la Chambre de devoir trancher sur la question. Je passe à autre chose. Monsieur le témoin, je voudrais revenir un tout petit peu sur les explications que vous avez données concernant vos activités de propagande pendant que vous étiez en secteur 32. Alors, vous avez expliqué
à la Chambre que vous encouragiez les populations, les masses, à produire et que vous leur enseignez les techniques de production et vous avez mentionné un certain nombre de choses que vous faisiez dans le cadre justement de la production agricole. Et la question précise que je voudrais vous poser, c'est de savoir, mais au fait, quelles sont précisément les techniques de production que vous aviez l'habitude d'enseigner à ces masses? Est-ce que vous pouvez donner des indications là-dessus? Réponse. Par le biais de la propagande, nous avons essayé d'inciter la population à améliorer leur production agricole. À cette époque, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de les encourager à semer des graines, mais aussi des pommes de terre. En ce qui concerne les techniques agricoles, nous les avons encouragés à exploiter les basses terres le long des rives pour pouvoir cultiver en saison sèche en utilisant l'eau du fleuve. Ce n'est pas une technique très spéciale. Vous avez expliqué également à ce sujet que ce sont des encouragements qui tendaient à faire en sorte qu'on puisse avoir 2 à 3 productions durant la même saison, s'agissant du riz. Est-ce que je résume exactement ce que vous avez dit? Réponse. Je crois que c'est inexact. Parce que l'état des sols à cet endroit n'aurait pas permis 3 récoltes par an. Les sols n'étaient pas fertiles et il y avait pénurie d'eau. Est-ce que, à cette occasion-là, à l'occasion de la propagande sur l'agriculture, donc, vous évoquiez le slogan de 3 tonnes par hectare lorsque vous vous adressiez aux masses? Réponse. C'est l'instruction qui était donnée. Ceux de l'échelon inférieur devaient respecter cette instruction, donc nous devions faire de la propagande en ce sens. Mais en réalité, cela dépendait de la situation agricole dans chaque endroit. La majorité des endroits ne pouvaient pas parvenir à cet objectif. Est-ce que dans le cadre de cette propagande, vous évoquiez aussi les questions de l'état de santé des masses chargées de faire cette production-là? Réponse. Je ne me souviens pas de tout, mais de manière générale, je devais le mentionner.
cette époque, à la fin de la guerre, nous manquions d'énormément de choses. Pour cette raison, pour préparer des médicaments, nous utilisions 3 racines bouillies pour produire de la médecine traditionnelle. Nous avions également du personnel médical. Est-ce que, d'après vous, Monsieur le témoin, et dans votre secteur particulièrement, ces dispositions que vous preniez, à savoir les racines que vous apprêtiez, est-ce qu'elles suffisaient à assurer un bon état de santé aux masses qui étaient sous votre autorité? Bah, តាមធម្មតានេះគឺយករបស់ធម្មជាតិក្រៅពីអង្គមកហូបនេះ Normalement, cela faisait partie de la solution. Il fallait remplacer le riz par d'autres choses que les gens puissent manger, mais cela n'était toutefois pas encore suffisant. Le riz n'aurait jamais pu être remplacé par des tubercules ou par des racines. Monsieur le Président, je vois que nous avons débordé de quelques minutes déjà et je voudrais prier la Chambre. J'ai un dernier document que je voudrais évoquer avec le témoin et je ne pense pas qu'il me prendra plus de 5 minutes. Et je voudrais savoir si je suis autorisé à évoquer ce document avec le témoin pour clore mon interrogatoire. អង្គជំនះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញប៉ុន្តែសូមរំលឹកលោកមេធាវីថាគួរតែត្រូវបាន Le président, vous y êtes autorisé. Mais les questions importantes auraient déjà dû être posées aux questions afin d'éviter de devoir demander du temps supplémentaire. Quoi qu'il en soit, vous êtes autorisé à poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais évoquer avec vous l'extrait d'un document qui vous a été présenté par le procureur ce matin. Il s'agit de l'étendard révolutionnaire dans lequel est reproduit le discours de M. Nyontia lors de l'Assemblée de zone tenue en juillet 1977. Alors, je vais rappeler les ERN en français 00 61 18 40, en khmer 00 06 29 64, en anglais 00 39 92 35 à 36. Et je vais simplement me contenter de vous donner lecture d'un extrait de ce discours, Monsieur le témoin, où M. Nyontia dit la chose suivante. Cependant, dans d'assez nombreuses coopératives
Le pouvoir n'est pas encore dans les mains des ouvriers et des agriculteurs du parti. Il est entre les mains des autres classes. S'il se trouve entre les mains des autres classes, est-ce que ces classes sont du côté de la révolution? Non, elles sont contre la révolution. Nous devons organiser les agriculteurs pauvres et les agriculteurs de classe moyenne inférieure pour qu'ils aillent prendre en main les coopératives, pour qu'ils aillent écraser le pouvoir des autres classes qui sont venues contrôler nos coopératives. Ce problème précis, il ne concerne pas seulement la zone ouest, mais toutes les zones dans le pays. Alors, ma question, monsieur le témoin, est-ce que vous avez souvenance de cet extrait que je viens de vous lire? Est-ce que vous avez entendu M. Nyonchea évoquer la question des classes lors de l'Assemblée de juillet 1977 dans votre zone? Je ne m'en souviens pas. D'après ce que j'ai su ou entendu, un tel message n'aurait jamais pu être entendu, car en général, les coopératives étaient mises en place par la cellule de la commune en consultation avec l'échelon supérieur. En bref, je ne me souviens pas des détails. Connaissiez-vous, monsieur le témoin, dans le secteur 32, un certain Ham? H-A-M. Je ne connais pas cette personne. En ce qui concerne le secteur 31, je connais juste quelqu'un du nom de Tassaroun dans ce secteur. J'ai parlé du secteur 32, monsieur le témoin. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose dans le secteur 32? Il n'y avait personne du nom de Ham dans le secteur 32. Très bien. Monsieur le Président, je crois que je vais mettre ici un terme à mon interrogatoire en m'étonnant tout de même de la remarque que vous avez faite parce que je suis convaincu de ce que je jauge l'importance des questions que je pose et je remercie le témoin d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Le président. Merci maître, merci aux témoins. Cette audience touche à son terme. Les débats reprendront demain matin à 9h. Demain, la Chambre continuera d'entendre la déposition de M. Nikon
Celui-ci sera interrogé tout d'abord par la défense de Nguyen Chia. Monsieur Nikon, votre déposition n'est pas encore terminée. Vous êtes prié d'être présent demain pour la poursuite de votre déposition. Ceci vaut également pour l'avocat du témoin. Messieurs d'audience, veuillez assurer la coordination nécessaire avec l'unité d'appui aux témoins et experts. En ce qui concerne le logement du témoin et son retour demain matin à l'heure indiquée. Agent de sécurité, veuillez conduire tous les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire pour 9 h demain matin. Concernant M. Yangsari, au cas où il souhaiterait suivre l'audience depuis la cellule temporaire, comme cela a été le cas aujourd'hui, un document de renonciation écrit doit être remis à la Chambre avant le début de l'audience de demain. Dans ce cas-là, M. Yangsari pourra prendre place dans la cellule temporaire et suivre l'audience depuis cet endroit-là. L'audience est levée.